Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté concernant des personnes riches et des multinationales qui payent très peu d'impôts grâce aux paradis fiscaux. Il y a eu en particulier en 2021 les Pandora Papers qui ont révélé, entre autres, que l'ancien premier ministre britannique, M. Tony Blair, avait réussi à éviter à payer des taxes lors de l'achat d'une maison très luxueuse. Il y avait eu aussi la chanteuse Shakira qui a utilisé les paradis fiscaux, le roi de Jordanie, et puis 35 politiciens, actuels ou passés, dans le monde, qui ont réussi donc à utiliser les paradis fiscaux. Avant, il y avait eu en 2017 les Paradise Papers, en 2016 les Panama Papers, en 2014 les Lux Papers, qui ont révélé à chaque fois comme des scandales, on pourrait dire, des personnes donc, et des multinationales qui réussissent à payer très, très peu d'impôts grâce aux paradis fiscaux. Dans plusieurs cas, ce sont des multinationales telles que Facebook, Microsoft, Google, qui s'organisent pour payer très peu d'impôts, ou encore des personnes riches telles que Ronaldo, le joueur de soccer, M. Lewis Hamilton, le coureur automobile, ou encore M. Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil. Mais comment fonctionnent les paradis fiscaux? Prenons l'exemple d'une compagnie qui a une plantation de bananes au Costa Rica. Elle a une filiale à l'île Jersey et une autre filiale aux États-Unis. Alors, la compagnie de bananes implantée au Costa Rica va vendre ses bananes à l'île Jersey où est-ce qu'elle a une filiale, mais à très bas prix. Les bananes ne vont jamais aller à l'île Jersey en réalité. C'est juste une transaction financière sur papier où est-ce que donc, elle vend à très bas prix les bananes. La filiale à l'île Jersey va revendre ces bananes-là à la filiale située aux États-Unis, mais au prix régulier. À quoi ça sert de faire ça? Bien, la compagnie établie au Costa Rica va payer très peu d'impôts au gouvernement parce qu'elle a vendu ses bananes pas chères, donc elle fait très peu de profit. Elle ne pourra pas payer beaucoup d'impôts au gouvernement du Costa Rica. Aux États-Unis, la filiale qui a acheté les bananes au prix régulier ne fera pas beaucoup d'argent, ne recevra pas beaucoup d'argent non plus, donc elle ne pourra pas payer beaucoup d'impôts au gouvernement américain. Mais la filiale qui est située à l'île Jersey, étant donné qu'il n'y a pas d'impôts là, bien, cette filiale-là, c'est elle, dans le fond, qui ramasse beaucoup l'argent, puis qui va payer très, très peu d'impôts ou pas du tout. Mais pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que les paradis fiscaux existent et continuent à exister? Une raison de l'existence des paradis fiscaux puis pourquoi ils vont continuer, bien, entre autres, il y a le fait que c'est des personnes respectables qui utilisent ça ou encore des multinationales qu'on aime. Par exemple, au Québec, il y a notre ancien premier ministre, M. Philippe Couillard, qui est un médecin qui a déjà travaillé en Arabie Saoudite et son salaire était versé dans son compte à l'île Jersey. Ça lui permettait de ne pas payer d'impôts. Quand il est revenu au Canada, il a fallu qu'il en paye, mais c'était de l'impôt uniquement sur les intérêts du montant de 600 000 $. Un autre exemple, c'est M. Paul Martin, qui était ministre des Finances au Canada et même premier ministre du Canada, qui, lui, possédait dans les années 90 une compagnie, la Canadian Steamship Lines, puis il avait décidé de l'enregistrer à la Barbade pour ne pas avoir de payer d'impôts au Canada. Puis ça n'avait pas été comme un scandale. Quand c'était apparu dans le journal, là, c'était dans la presse, le KIC, à page 3, ça n'a pas été considéré comme un scandale alors qu'on aurait pu le considérer comme ça. Un autre exemple, c'est la compagnie Google. Google, qui s'appelle maintenant la multinationale Alphabet, elle vraiment a fait des transactions compliquées. Bien, c'est une compagnie américaine, mais qui verse des droits d'exploitation à sa filiale qui est aux Bermudes, qui, elle, envoie l'argent en Irlande. En Irlande, ça va en Hollande. Ensuite, en Hollande, ça retourne aux Bermudes. Bon, tu sais, il y a vraiment une complication financière, disons. Mais le résultat est simple, c'est que Google paye très peu d'impôts. À venir jusqu'à présent, là, on parle de 2-3 % que Google peut payer d'impôts. Il est important de préciser que tout ça est légal. C'est à ça que ça sert, les paradis fiscaux. C'est que des choses qui ne seraient pas possibles de faire ici, des transactions financières qui ne seraient pas possibles, quand on passe par les paradis fiscaux, ça devient légal et permis. C'est correct. OK. Une autre cause de l'existence des paradis fiscaux, c'est le fait qu'il y a 200 pays environ sur la planète. Puis là-dessus, il y a à peu près au moins une cinquantaine de paradis fiscaux.
Mais les pays sont libres d'avoir le système de taxation qu'ils veulent. C'est à peu près impossible d'avoir un consensus planétaire pour dire on arrête ça, maintenant ça devient illégal les paradis fiscaux, parce qu'il y a tout le temps des pays qui vont continuer à en faire, dans le fond, à utiliser ça, de sorte que ça va continuer. Quoique, à l'été 2021, le gouvernement américain a réussi à faire une entente avec plusieurs pays pour établir là, une entente pour obliger les multinationales très importantes, telles que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, à payer un minimum de 15 % d'impôts. Reste à voir si vraiment ils vont réussir à leur faire payer le 15 %, mais ça, c'est une première mondiale, c'était la première fois, puis ça va être effectif à partir de 2023. On verra à ce moment-là si les compagnies réussissent à utiliser encore des entourloupettes ou si vraiment ils payent le 15 %, mais de toute façon, 15 %, les travailleurs puis les PME payent beaucoup plus que ça de toute façon. Mais surtout, une cause importante de l'existence des paradis fiscaux, c'est qu'au départ, dans la société, on accepte les inégalités économiques. On accepte qu'il y ait le système de riches-pauvres, que ça soit établi comme ça. Alors, dans le fond, les paradis fiscaux, ça fait juste rajouter une couche, en quelque sorte. Puis, tu sais, on valorise les personnes riches, et comme ça leur permet de rester encore plus riches parce qu'ils réussissent à payer de l'impôt proportionnellement aux autres travailleurs puis aux autres entreprises, bien, dans le fond, on fait juste valoriser davantage ces personnes-là parce qu'ils réussissent à payer le moins d'impôts possible. Puis on se dit que si j'étais riche, moi aussi, j'utiliserais des avocats d'affaires pour m'aider à faire des choses qui sont tout à fait légales, mais où je paierais le moins possible d'impôts. Donc, c'est simplement une situation où est-ce qu'il y a une acceptation sociale des inégalités, alors on accepte aussi les paradis fiscaux. Ça fait juste rajouter une couche de plus, qu'on pourrait dire. Il existe une notion qui s'appelle le jour de la libération fiscale. Vous savez, quand on reçoit notre salaire, il y a le revenu brut, le revenu net, puis c'est comme ça à chaque 2 semaines durant toute l'année. Mais supposons qu'au début de l'année, on paye toutes les taxes et les impôts qu'on doit au gouvernement, puis le reste de l'année, on reçoit notre salaire, mais à 100 %. À partir de quelle date qu'il y aurait le jour de la libération fiscale? Bien, au Québec, en 2019, le jour de la libération fiscale était le 28 juin. C'est-à-dire que janvier, février, mars, avril, mai et jusqu'au 27 juin, en moyenne, les citoyens payent des taxes et des impôts, mais à partir du 28 juin, ils peuvent garder l'ensemble de leur salaire. Étant donné que les paradis fiscaux vont continuer à exister, puis que les multinationales puis les personnes riches réussissent à éviter le plus possible donc d'en payer, ça signifie qu'éventuellement, on va peut-être, le jour de la libération fiscale pourrait arriver peut-être au mois de juillet ou peut-être au mois d'août. Quelque chose qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de payer.